Koué, chers amis, bonjour à tous. Le Salon du livre des Premières Nations est un beau moment de l'année, celui que l'on célèbre par le plaisir de lire, cette expression qui enrichit notre paysage culturel québécois. Et la matière ne manque pas puisque les poètes, les romanciers et les dramaturges autochtones sont toujours plus nombreux à faire entendre leur voix. Il faut que ces voix résonnent et qu'elles fassent rayonner la richesse culturelle des Premières Nations. En tant que ministre de la Culture et des Communications, je suis très contente d'appuyer des événements comme ce Salon du livre qui nous permettent de découvrir les traditions, les modes de vie et les voies d'expression artistique. Je suis très fière de rappeler que notre gouvernement joue un rôle proactif en ce sens, notamment par des programmes qui soutiennent le dynamisme culturel des Premières Nations. Le Salon du livre peut d'ailleurs compter sur le ministère de la Culture et des Communications qui lui apporte cette année un soutien à hauteur de 12 000 $, dont 2 000 $ proviennent directement de l'entente de développement culturel autochtone avec Wendake. Avant de conclure, je veux féliciter les organisateurs et partenaires de ce salon unique et j'invite l'ensemble des citoyens à y participer. Bon Salon du livre à tous et bonne découverte. Avertissement. Je suis marionnettiste. Auteur d'histoires de pirates, de samouraïs, puis de Monsieur Patate, je pars de loin. Comme je suis au cœur d'une recherche, il se peut que certaines informations du spectacle soient imprécises, incorrectes, peut-être même erronées. Je prétends pas être un historien, mais juste quelqu'un qui s'est intéressé à l'histoire d'un petit peu trop proche. Si vous revoyez le spectacle dans un an, soyez pas surpris si je ne dis pas exactement la même chose. Ça voudra dire que j'ai trouvé du neuf, que j'ai mieux compris et que j'ai changé d'idée. Et c'est là toute la beauté de cette aventure. Ah, pour celles et ceux qui ont des oreilles qui ont tendance à friser, veuillez noter que j'utiliserai le mot « indien » à plusieurs reprises pour désigner les Premières Nations, les Autochtones ou quel que soit le mot politiquement correct qu'il faut dire au moment où vous entendez ces mots. La principale action de notre spectacle se déroule dans les années 40, où nous étions encore des Indiens et ou des sauvages. C'est pas de ma faute. La direction vous remercie de votre compréhension. Bon spectacle. C'était les Hurons du Québec. Ils étaient vous, ben allez-vous-en chez vous. Il existe dans chaque famille des histoires qui laissent des traces pour des générations. Des micromythes qui ne dépassent pas la microcellule familiale qu'on entretient un petit peu comme le feu d'un poêle à combustion lente. Une bûche de temps en temps. Tu sais, souvent, ces histoires-là, c'est des petits récits extraordinaires, mais qui ne dépassent pas le seuil de vos soupers de famille. Les sortir de leur contexte, ce serait pas approprié, puis peut-être même pas intéressant. Bon, là, c'est pas que je veux pas vous entendre, c'est pas ça que je dis, mais il y a des histoires qui sont plus profondes qu'elles en paraissent. Ce qu'on vous raconte depuis tout le temps, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg. Puis quand cette histoire-là vous est racontée par quelqu'un que vous connaissez même pas, novembre 2016, je suis assis dans mon salon en train de lire La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, un roman formidable que je vous conseille d'aller acheter et de le lire. Il est très, très bon, mais je ne ferai pas un résumé, on n'a pas le temps. Donc, à la page 175, commence un court chapitre qui raconte que la grand-mère d'Anaïs... Oui, OK, là, je l'appelle Anaïs, mais c'est parce que depuis que j'ai lu le livre, je me sens proche d'elle. C'est pas pour être impoli. Donc, la grand-mère d'Anaïs avait manifesté en 1949 pour supporter le combat d'un Huron. Cet homme-là était enfermé pour sédition, c'est-à-dire d'avoir tenté de rebeller les Indiens du pays contre la couronne britannique. En réaction à son emprisonnement, il avait commencé une grève de la faim pour défendre ses droits, mais surtout ceux des Autochtones. Donc là, imaginez que je suis étendu dans mon divan très confortablement, puis j'ai tendance à avoir la bédaine un petit peu à l'air dans ce temps-là. Et là, de coucher comme j'étais, je me redresse.
Parce que l'homme en question s'appelle Jules Sioui. Puis il se trouve qu'en plus d'être un rebelle méprisé par l'État, c'est mon grand-oncle. Alors, hein, je lis le chapitre jusqu'au bout. 2 pages. Je recommence, je le relis. Mon oncle Jules, je le connaissais. Il avait fait le tour de mon monde depuis l'âge de 10 ans, je dirais. C'était un mythe, mon oncle Jules. On nous racontait à peu près ses 12 travaux quand j'étais petit. Ce qui me rendait fier, c'était de savoir que les automatistes, ceux qui avaient écrit le refus global à la même époque, bien, ils manifestaient pour lui, ils sortaient dans la rue. Puis ce qui me rendait encore plus fier, c'était de retrouver un petit bout de cette grande histoire-là, bien, dans un beau livre. Mais bon, après l'excitation retombée, comme ça m'arrive de temps en temps, bien, je me suis mis à réfléchir. 2 pages. Est-ce que c'est tout ce qui reste de l'histoire de mon oncle Jules? Tu sais, je me suis souvent demandé quelle trace j'allais laisser, mais en vieillissant, là, je peux vous dire que je m'en sac totalement. Ce ne sera jamais toi qui vas décider quelle trace tangible ou intangible tu vas laisser, c'est les autres. Les autres ont le droit de vie ou de mort sous l'empreinte de tes efforts à marquer leur conscience. Tu sais, tu peux travailler fort toute ta vie à ce qu'on se souvienne de toi, mais ce ne sera jamais toi qui vas décider si ton nom va apparaître dans le dictionnaire. Ouais, tu sais, on peut toujours aller écrire son récit sur Wikipédia si on veut. Je l'ai fait. Mais ça n'a rien à voir avec la véritable mémoire qui consiste à marquer si fort les esprits que même une armée d'effaces n'arriverait pas à effacer ta trace. Mais c'est ça, mon oncle Jules. C'est quelqu'un qui devrait voir son nom briller dans nos livres d'histoire, mais que plusieurs ont essayé d'effacer la moindre de ses traces. Mais ils n'y arriveront pas. En tout cas, pas tant qu'ils ne pourront pas me faire taire. J'ai décidé de raconter son histoire jusqu'à plus soif, jusqu'à temps que je ne sais pas, moi, il y a une date qui porte son nom dans le dictionnaire. Je ne manque pas d'enthousiasme, croyez-moi. Ça fait penser à d'autres choses. J'ai de plus en plus la conviction que les gens sont des musées fragiles. Tu sais, qu'on est toute une exposition temporaire sur ce qui s'est réellement passé. La mémoire, c'est quelque chose de fragile, puis c'est quelque chose d'important. On la prend pour acquise, mais la mémoire est là juste pour un temps. On ne doute pas de tout ce qui meurt avec une personne. Une révolution, un dialecte, un poème. Tu sais, la mémoire n'a pas de disque dur. Je ne pense pas qu'on puisse saturer la mémoire collective, mais je pense que certaines personnes ont le doigt accroché à la touche effacée. Mais tout ne dépend pas d'eux. Tout dépend de nous puis de ce qu'on veut préserver. On ne réalise pas l'impact, je crois, des pertes récentes sur notre histoire. Tout n'est pas écrit dans les journaux, dans les livres, ça ne passe pas à TV. Fait que pour préserver la trace de qui on est, il faut s'intéresser aux gens. Par exemple, ma tante Eliane, la sœur de mon père, c'est une gardienne de la mémoire. Tu sais, elle a toujours gardé les traces de l'empreinte familiale. Bien, ma tante Eliane est atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est une chose ironique de la vie que je trouve pas drôle, pantoute, qu'une personne puisse préserver la mémoire des uns et des autres, mais perdre la sienne tout à la fois. Fait que j'ai pas réussi à recueillir ce qu'elle connaissait de mon oncle Jules, parce que ce qu'elle connaît, ça s'est perdu entre hier et aujourd'hui. Elle qui vit autant hier qu'aujourd'hui. Les gens sont des musées fragiles. Il faut aller à leur rencontre avant que les corps s'effritent, que les fondations vacillent, puis que les vapeurs temporelles rendent flous les contours de l'histoire, pour pas que l'histoire devienne un musée de propagande. Tout part d'une pile de papier. Tout part d'une pile de papier presque centenaire qui a attendu 27 ans dans la remise de mes parents qu'on y mette un peu d'ordre. Une pile comme autant de pistes, de traces
comme autant de fragments d'ADN. Je vais m'évertuer à reconstituer le mammouth Jules. Parce que il est géant, le Jules. Mon père avait hérité de ce qui restait du combat de mon oncle Jules. Parce que mon oncle n'avait pas de descendance, bien, ses neveux et nièces avaient été invités à ramasser les vieilles choses d'un vieil homme. Mon père est revenu en 90 avec une caisse remplie de papiers, de découpeurs de journaux, de comptes rendus de procès. Puis il a déposé son trésor devant nous. Puis je me rappelle parce que quand il l'a ouvert, il n'y avait comme pas d'air dans la caisse. Fait que je me rappelle avoir été aspiré par la caisse. Et là, je me suis mis à fouiller, à feuilleter, à fouilleter le contenu de la caisse pour savoir c'était qui mon oncle Jules, celui qui avait fait la grève de la faim. Fait que, une des premières choses que j'ai faites en refermant La femme qui fuit, bien, c'est d'appeler mes parents pour savoir s'il y avait encore la fameuse caisse. Puis la caisse était là à attendre que quelqu'un s'intéresse à elle. Tu sais, on a toutes des affaires qu'on garde sans trop savoir pourquoi. Fait que, aller savoir pourquoi mes parents l'ont gardée, elle aurait pu se retrouver, je ne sais pas moi, aux poubelles. Bien, mes parents l'avaient gardée soigneusement. Bien, soigneusement. Presque soigneusement, parce qu'en ouvrant la caisse, 27 ans plus tard, je me suis rapidement rendu compte qu'il manquait des choses que je me rappelais avoir vues. Fait que j'ai appelé ma mère pour savoir si ça se pouvait que des choses aient disparu. Puis là, elle me dit « Ouais, ça se peut qu'on ait fait un ménage. » Puis là, je me suis mis à comprendre comment l'histoire fonctionne. Tu sais, comment par souci de propreté, on se débarrasse des objets plus gênants. Puis ça se fait sans malice, là. Je veux dire, on décide de garder ce qu'on garde, puis on décide de jeter ce qu'on veut jeter. Ainsi s'écrit l'histoire. Bien, mes parents avaient écarté des objets plus gênants, des écrits de la main de Jules. Ils ont occulté l'histoire. Occulter, c'est cacher la vérité, puis cacher la vérité, c'est mentir un peu. On occulte beaucoup de choses quand on raconte ou on enseigne l'histoire sous prétexte qu'on ne peut pas tout raconter. Donc, de mentir un peu, on peut se mettre à mentir beaucoup, puis des fois à dire un petit peu n'importe quoi. Vous connaissez peut-être cette technique-là qu'utilisent certains médias pour manipuler l'information. Une des techniques les plus célèbres, c'est comment il est facile d'occulter une photo. On peut faire dire ce qu'on veut à une image en montrant une partie ou une autre. On peut y faire dire ce qu'on veut, on peut y faire dire n'importe quoi. Mais quand on a le portrait global dans le visage, on se rend compte à quel point on a pu se faire berner. On se demande pourquoi on s'est fait avoir autant. Mais ce n'est pas de votre faute. On a décidé d'orienter vos connaissances ou vos croyances. Puis ça marche. Bien, ça marche. Jusqu'à temps que vous ayez le portrait global. Bien, ce qu'on fait avec la photographie, on le fait aussi avec l'histoire. Puis je pense que chez nous, on n'est pas assez maître en la matière. Sinon, comment expliquer qu'on en sache si peu sur l'histoire autochtone? On a décidé de passer sous silence des grands bruits de l'histoire. On a mis une sourdine sur tout un peuple. On a fait croire à des générations d'enfants d'école que l'histoire autochtone, c'était de l'archéologie, une histoire du passé. On a creusé un fossé entre deux peuples qui est devenu un canyon. Puis pourtant, si vous creusez un peu, bien, le portrait global va vous apparaître. Les traces sont tellement grosses que je pense qu'on vit dans un de ces cratères. Mais un ami me dit que quand tu as le nez collé sur la montagne, des fois, tu penses que c'est juste une grosse roche. C'est un crime de bourrer le crâne des enfants avec des erreurs, Mon oncle Jules. des mensonges. C'est une grave injustice que de forcer les maîtres à enseigner le mépris des Indiens à leurs élèves. Je suis allé l'autre jour à Trois-Rivières. Puis en passant au centre-ville, j'ai vu un panneau historique qui racontait comment Pierre Boucher, le fondateur de la ville, avait résisté pendant 9 jours à des attaques d'Iroquois. 9 jours de siège, c'est pas rien. Puis après, je suis allé à Rivière-des-Prairies voir une exposition de photos et en dessous d'une photo, il y avait une légende qui expliquait comment Pierre, Jeanne et Hubert, des vaillants colons, avaient résisté à l'attaque d'Iroquois.
Puis je pourrais vous parler longuement du massacre de la Chine, où d'autres Pierre-Jeanne, Hubert, sont morts, malheureusement, aux mains d'Iroquois. Les Iroquois. Ils n'ont jamais de nom. Tout ce qui reste de ces attaques-là, c'est le nom de Pierre-Jeanne Hubert. C'est rare qu'on nomme les Iroquois ou les Autochtones en général dans l'histoire, tu sais. Non seulement on s'évertue à effacer, à mettre une sourdine sur tout un peuple, mais on efface les traces. Puis pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans les livres. Je veux dire, si vous fouillez dans les livres à l'époque de la colonisation, les noms des chefs, des négociateurs vont vous apparaître. Le grand Frontenac aurait même dit de Kondiaronk, ça c'est le grand chef derrière la Grande Paix de Montréal en 1701, que c'était l'homme politique le plus influent de son époque. Mais tout ce qui reste de Kondiaronk, c'est un belvédère sur le Mont-Royal. C'est une très, très, très belle vue. Nommer permet d'exister pour la postérité. Ne pas nommer, c'est effacer. Tu sais, il ne faut plus que nos cours d'histoire s'arrêtent aux maisons longues, au commerce de fourrure, à la guerre contre les Iroquois. Ça perpétue l'idée que les Autochtones, c'est une histoire du passé, de l'archéologie. Tu sais, quand tout ce qui te reste de ton peuple, c'est le nom de ta langue, il ne te reste pas grand-chose. On nous répète inlassablement que enseigner l'histoire, c'est choisir, et je suis bien d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut seulement choisir ensemble? S'il vous plaît? Bon, OK. Je sais que vous avez hâte que je vous parle de mon oncle Jules, mais là, je vous vois brasser à la maison sur votre chaise. Calmez-vous, ça s'en vient. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit qu'il y a des détours qui parfois sont plus des raccourcis qu'on pense. Tout part d'une pile de papier, de plus de 250 articles de journaux, de plus de 1000 pages de procès, puis d'un petit peu de bouche à oreille. Tout part en 1940. Même si tout a commencé avant ça, mais on n'a pas le temps, on a 30 minutes, vous êtes pressé, vous irez acheter le livre. Je connais l'auteur personnellement. Il est un petit peu chiant, mais son livre est tellement bon. Tout part en 1940, c'est la guerre et tous les Indiens en santé sont conscrits. À ce moment-là, mon oncle Jules est membre exécutif et chef exécutif du comité de protection de la réserve Huron de Loretteville. Ça, c'est un comité qu'il a lui-même créé et qui n'est pas reconnu par la nation. Il refuse de s'enrôler. « Je suis prêt à faire des munitions, mais pas la guerre! » Ça, refuser de s'enrôler, c'est illégal, c'est un affront au pays. Il était nombreux à cette époque-là à refuser à la guerre, on peut le comprendre. Mais la position de mon oncle Jules était particulière, parce que mon oncle Jules, comme vous le voyez, bien, c'était un Indien. Et à titre d'Indien, il tombait sous la tutelle de l'infâme Indian Act. Ça, c'est la loi sur les Indiens, créée en 1876 par le gouvernement de John A. Macdonald. Ah, lui, je l'aime d'amour. Dans le but à peine à dissimuler et d'assimiler les Premières Nations. Selon cette loi, les Autochtones étaient considérés comme moins que des enfants. Puis comme des enfants, bien, ils n'avaient pas le droit de vote. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en 1942, il y a eu un plébiscite. Ça, c'est un référendum, si vous voulez, pour savoir si on devait ou non envoyer les soldats outre-mer. Plébiscite au cours duquel aucun Autochtone n'a eu le droit de se prononcer. En d'autres termes, on appellerait ça de la chair à canon. Un moyen très peu subtil de faire baisser les populations autochtones au pays. Sacré gouvernement canadien. Notre histoire est truffée de ces succulentes anecdotes. Mais revenons en 1940. Le gouvernement de Mackenzie King, qui est le premier ministre de l'époque, ben, il ne sait pas trop sur quel pied danser. Envoyer, ne pas envoyer les Indiens à la guerre. Mais il va publier un communiqué, celui-ci, qui va dire « Seuls les Esquimaux, les Indiens et les aliénés sont exemptés pour des raisons évidentes. » Mais bon, hein, en 1942, tout cela change et puis on décide d'envoyer les Indiens à la guerre. À la guerre
comme à la guerre. Dans le petit bureau de sa petite maison blanche, mon oncle Jules tapoche sa machine à écrire. On raconte, il y en a qui disent que de la gare au moulin, de l'entrée à la sortie du village sur ce qui est devenu le boulevard Bastien, ben, on entendait soir et matin les cliquetis de sa machine à écrire. Puis on dit même qu'encore aujourd'hui, par nuit, de grand froid, puis quand il fait noir dans une petite ruelle de Wendake, bien des fois, on entend encore les cliquetis fantômes de la machine à écrire. Mais bon, mon oncle raconte inlassablement le même discours dans ses lettres, que les Autochtones ne sont pas Canadiens, qu'ils n'ont pas le droit de vote et qu'ils n'ont pas à aller à la guerre. Pour mon oncle Jules, la conscription sans droit de vote, c'était le début de la guerre. Mais pas celle que le gouvernement voulait livrer. Depuis qu'il avait presque réussi à étouffer ce qui restait de nous dans la gorge de Louis Riel 55 ans plus tôt, il n'avait pas connu beaucoup de résistance. Mammouth Jules. De 1940 à 1943, le gouvernement canadien puis mon oncle Jules se sont livrés une partie de bras de fer. Pendant que le gouvernement s'évertuait à l'enrôler, mais mon oncle, de son côté, lui, se faisait des alliés partout au pays. Ce matin-là, de 1943, mon oncle Jules est assis puis il tapoche sa machine à écrire. C'est que, voyez-vous, comme ça y arrive de temps en temps, bien, il y a eu une idée. Ça, c'est de famille. Fait qu'il tapoche sa machine à écrire pour donner son idée à tout le monde, à tous ses alliés partout en Amérique du Nord. Il pouvait envoyer jusqu'à 500 lettres pour rejoindre ses alliés partout. 500 lettres! Mais rassurez-vous, il utilisait du papier carbone. Ah oui, pour les plus jeunes à la maison, le papier carbone, c'est le copier-coller analogique. Tu sais, au lieu d'écrire 500 lettres, il en écrivait 150 à 250. Il sauvait beaucoup de temps, mon oncle Jules. Puis, le 19 juillet 1943, mon oncle Jules réussit un tour de force en rassemblant à Ottawa plus de 50 chefs sages et activistes de partout au Canada. Ça, c'est la première grande convention, celle qui va donner naissance à l'actuelle Assemblée des Premières Nations. Puis mon oncle Jules ne regarde pas la caméra ici, là, bien c'est lui qui en est le fondateur. On ne peut plus le cacher. Puis durant cette convention-là, il y a 65 questions qui vont être posées pour dresser un portrait de « N'ayons pas peur du mot » de notre apartheid. Le but de la convention, c'est de partir avec une pétition puis de se rendre au département des Affaires indiennes. Mais quand il arrive, bien, la porte demeure fermée. Le lendemain de ce refus-là, il y a 56 chefs en costume à plumes d'apparat qui vont défiler devant le Parlement. Ça, selon la loi sur les Indiens, défiler en costume à plumes d'apparat, bien, c'est illégal. Mais le gouvernement canadien décide quand même d'envoyer un valeureux cow-boy pour affronter la bande d'Indiens et leur dire qu'il accepte de les rencontrer. Mais le valeureux cow-boy va quand même rajouter que, à titre de sujet britannique, vous devez respecter les lois du territoire. Et il dit ça à 56 Autochtones en costume à plumes qui le regardent avec une envie certaine de vouloir le picorer. C'est quand même audacieux. Mais le gouvernement respecte tout de même sa promesse cette journée-là et vient s'asseoir avec les chefs. Ça, c'est une première en 50 ans. La première grande victoire de mon oncle Jules. Mais le gouvernement va ni s'engager sur l'exemption militaire, ni sur une éventuelle modification de la loi sur les Indiens. Il est là. Il est assis. Il écoute. Il fait semblant d'entendre. Il est bon là-dedans. Mais la guerre faisait juste commencer. En 1944, mon oncle publie « La guerre, la paix au Canada ». L'envahisseur a fait mourir le patriote Louis Riel. Ça, c'est un pamphlet qui attaque de plein fouet le ségrégationnisme. J'ai toujours de la misère. Le ségrégationnisme canadien. Ça, c'est des mots qui sont très difficiles à dire parce qu'on n'a pas appris ces mots-là à l'école.
Nous devons obtenir notre indépendance nationale et le droit d'obtenir notre propre monnaie. Son discours devient plus radical. Nous devons obtenir un vaste patrimoine dans le but d'administrer nous-mêmes nos ressources naturelles, notre économie et nos politiques. Il souhaite l'autodétermination des nations. Sans cela, nous sommes rien et nous finirons par être rien. Mon oncle Jules veut un pays. À la fin de l'ouvrage, au grand désespoir du gouvernement canadien, il annonce la tenue d'une deuxième convention. Ah, le gouvernement n'est pas content, il essaie de l'arrêter de toutes sortes de façons, mais rien ne l'arrête. Le 5 juin 1944, la délégation est en marche. Le département des Affaires indiennes est un petit peu paniqué, puis s'en va rejoindre la Gendarmerie royale du Canada pour faire arrêter le cirque d'Indiens à plumes. Mais la Gendarmerie royale du Canada ne voit pas ça du tout du même œil, puis considère la réunion comme étant légale. Mon oncle Jules, le troublemaker, traverse le Rubicon, la rivière des Outaouais, triomphal. Et cette fois-ci, c'est plus de 200 chefs sages et délégués de partout en Amérique du Nord qui vont venir former une alliance. Une rencontre historique. Mais il ne faut pas s'emballer parce que, en fait, mon oncle qui ne participera jamais à la deuxième convention, le gouvernement est décidé à le faire taire. Fait qu'il annonce qu'il va venir discuter avec les chefs si, et seulement si, Jules Sioui est écarté de la réunion. En réaction à son exclusion, mon oncle Jules fonde le gouvernement de la nation indienne de l'Amérique du Nord, le NIA. Ça, c'est un groupe plus radical, plus décidé, qui prône rien de moins que l'indépendance des Premières Nations. Le soir du 7 juin 1944, dans le petit YMCA d'Ottawa, à 8 heures du soir, ils sont une trentaine assis sur des petites chaises de bois à écouter mon oncle Jules. Il leur lit la constitution du gouvernement. Un pays autochtone était né. Intempestif, oui. Subversif, oui. Bagarreur, oui. Rusé, oui. Violent, non. Surtout pas faire comme l'Empire britannique puis lutter par la force des armes, s'imposer par la force des armes. Surtout ne pas risquer la vie de ceux qui l'ont déjà trop perdu. Résister sans se cacher, ne jamais cesser d'y croire ou mourir. Crois ou meurs, ça c'est le credo de mon oncle Jules. Mais il ne va jamais utiliser la violence dans son combat. L'arme principale d'Ignan, ça va être la désobéissance civile. D'abord, il va créer un gouvernement dans le gouvernement, ça, il paraît que c'est illégal. Ensuite, il fonde une banque nationale. Puis, pour fâcher un petit peu plus le gouvernement, il va jusqu'à créer une carte d'identité qui redonne le droit de chasse, de pêche et de territoire aux Autochtones. Il y a 2000 personnes qui vont acquérir cette petite carte-là, dont mon grand-père, grand-papa Sioui, juste ici, au coût de 1,75 $. Ça, c'est 20 $ en dollars d'aujourd'hui. 2000 cartes, toutes plastifiées par mon oncle Jules. Pour vous donner une idée de l'ampleur que pouvait prendre le mouvement, bien, dans une réserve comme Mashteuiach, ça c'est anciennement Pointe-Bleue, donc c'est plus de 50 % de la réserve qui ont adhéré au mouvement. C'est quand même beaucoup. Pour faire entendre ces revendications, il les inscrit à l'endos de la petite carte. C'est sûr que ça peut avoir l'air naïf, vite comme ça, mais au bout d'un moment, bien, il rassemble une petite armée autour du mouvement. Une poignée d'hommes et de femmes décidés. C'est sûr que c'est un jeu dangereux, que ça aurait pu très mal virer parce que les gens dans les réserves dormaient sur des barils de poudre, puis que, bien, la carte, c'était une allumette parfaite. Mais ça n'a pas explosé, heureusement. Il a beaucoup voyagé, il a vu, puis il en a assez de la détresse des siens. En 1948, mon oncle Jules est prêt à tout pour faire avancer la cause.
Il va même jusqu'à dire dans Police Journal, « Comme je prétends être le successeur de Riel, je me demande si moi aussi on va me mettre à mort. » Le gouvernement en a assez des frasques de mon oncle Jules, puis l'accuse de fraude, d'avoir troublé la paix publique, mais surtout de sédition, c'est-à-dire d'avoir incité les Autochtones à se rebeller contre la couronne britannique. Maintenant, imaginez que nous sommes dans un film. Mon oncle Jules sort de la petite Maison Blanche transporté par 2 policiers. Ma tante Clara se tient dans la porte, triste, la main sur la bouche. Elle a peur. De l'autre côté de la rue, sur un petit trottoir de bois, il y a un homme et une femme qui se chuchotent des mots qu'on devine mesquins. Une voiture de police, Plymouth, noire, rutilante, emporte mon oncle Jules au loin. L'homme et la femme jettent des regards remplis de mépris vers ma tante Clara qui, elle, baisse la tête, recule, puis referme la porte. Fin de la scène. Fondu enchaîné, le plan suivant serait lent. Est accusé d'avoir conspiré avec Michel Vachon de Bercimis, Michel Vachon de Sept-Îles, Gabriel Curtness de Pointe-Bleue, Bernard Commanda de Sturgeon Falls, dans le but de semer le mécontentement et la haine parmi les sujets de Sa Majesté. Les autres ont-ils été arrêtés? Les autres. Michel Vachon de Bercimis, Michel Vachon de Sept-Îles, Gabriel Curtness de Pointe-Bleue, Bernard Commanda de Sturgeon Falls sont ceux du mouvement qui ont participé activement à la distribution de la carte, mais surtout à l'idée qu'un gouvernement autochtone était nécessaire à leur survie. Mais les autres n'ont pas été poursuivis par le roi. En janvier 1949, mon oncle Jules est au tapis. Il a perdu son procès puis il s'en va en prison. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage puis savoir se relever. Mon oncle Jules est au tapis, mais pas pour un compte de 10. Il engage 2 avocats puis il porte la cause en appel. Bien, le 13 décembre de cette année-là, mon oncle Jules est acquitté. Le gouvernement a perdu. Mais le gouvernement n'aime pas perdre. Donc, il dépose la cause en Cour suprême. Et là c'est ici que ça se gâte, qu'on ne peut plus nier l'existence de Mammouth Jules, que ses traces deviennent de plus en plus profondes, même si on ne se souvient pas de lui, collectivement parlant. En 1950, mon oncle Jules devient un héros. Bon, pas un héros de film d'action, là, ça n'a rien à voir. Plus comme un héros de tragédie grecque, ceux qui se crèvent les yeux, qui deviennent fous. Et quand j'ai vu qu'il voulait jouer le gros jeu, alors j'ai décidé la décision finale, que j'ai dit ma vie va y passer, mais le droit, vous n'y toucherez pas. Et c'est là que j'ai décidé la grève de la faim. 72 jours. Mon oncle a refusé de manger pendant 72 jours. Une pinte d'eau bouillie avec 2 cuillères à thé de sucre. Parce que le sucre s'empêche de faire des plaies dans l'estomac. C'est ça que mon oncle va consommer pendant 72 jours sous la supervision d'un médecin. Mon oncle Jules qui amaigrit dans son petit lit de sa petite Maison Blanche fait trembler de rage le gouvernement. Au bout de 48 jours, il a perdu 50 livres. Il en pesait 170. Le gouvernement, sans doute pour éviter d'en faire un martyr, retire les plaintes contre mon oncle.
y a quelque chose qui me dit que l'âme de Louis Riel planait encore au-dessus du Parlement. Bien, mon oncle Jules l'abdique pas. Lui, il décide d'aller jusqu'au bout, jusqu'à temps que le gouvernement, accepte que les nations soient indépendantes. Mais mon oncle Jules, dans son petit lit, fond comme de la neige au soleil. Le 24 avril 1950, il pèse 117 livres. Ça, c'est le poids qu'il devait avoir à peu près à l'âge de 13 ans. Il ne peut plus se lever de son lit, il est très, très faible, mais son esprit est encore vif. Puis autour de lui, dans son petit lit, il y a des journalistes qui sont rassemblés pour écouter ce qu'il avait à dire. Il pense que c'est son dernier discours. Je me prévaux des droits indiscutables que nous possédons pour réclamer justice, tant au nom de mon peuple qu'au nom des peuples opprimés. Je suis Jules Sioui, créé par Dieu, et j'implore la justice de Dieu. Que Dieu sauve mon peuple, puis qu'il sauve mon âme. J'ai rien d'autre à ajouter. Je remercie Clara, ma femme, de m'avoir soutenu dans mon combat. La justice va éclater avant que je meure. Je lève mon doigt vers le ciel. Je sais que mon sacrifice ne sera pas vain. Non seulement ici, mais dans le gouvernement, il y a des gens qui ont honte de la façon dont sont traités les Indiens. Je ne veux pas la révolution, mais la sagesse de l'homme, la justice qui peut se trouver dans le cœur humain. Comme vous le voyez, je vous parle les mains vides, mais j'ai le cœur plein. Je ne suis pas dangereux dans mon lit, puis ils savent. Il y a longtemps que vous vivez gras à Ottawa avec le bien des Indiens, mais la lutte fait juste commencer. C'est la première étape. Le chemin de croix a 14 stations. Dieu seul est mon maître. Ce n'est pas Saint-Laurent qui a créé le monde. C'est le sacrifice de ma vie qui mettra fin à l'esclavage de mon peuple. Je suis homme. Je mourrai en homme. Pas en lâche. Je vous ai dit tantôt que je me foutais pas mal de la trace que je vais laisser, mais j'ai menti. En fait, je me fous pas mal des traces que je peux laisser historiquement parlant, là. C'est pas un enjeu pour moi. Mais je me foutrai jamais de la trace qu'on peut laisser dans le cœur puis dans l'esprit des gens. Marquer les gens de mon vivant, c'est quelque chose que je peux savourer ici, maintenant. Il y a quelque chose qui me dit que quand je vais mourir, le goût des choses ne sera pas pareil. Ah, puis je ne suis pas égoïste, là. J'aime ça qu'on laisse des traces en moi aussi. Tu sais, ces traces-là, c'est plus que des souvenirs. Ça devient souvent des chemins qu'on a envie de suivre. Tiens, par exemple, je me rappelle d'un soir, mon père, mon frère et moi, on était assis au bord du feu à boire du brandy. On regardait les étoiles. Mon père a toujours eu cette facilité-là à rêver les yeux ouverts. Il rêve des étoiles, mon père. Fait qu'on est là à regarder le ciel en donnant un sens à tout, parce que quand tu donnes un sens à tout, tu te sens toujours mieux après. Puis de toute façon, quand tu bois du brandy au bord du feu, tu te sens mieux aussi. Puis anyway, tout a tellement plus de sens quand tu bois du brandy au bord du feu. Anyway, ça c'est une autre affaire. Fait que là, on est là à regarder le ciel comme des astronomes de génie, puis au bout d'un moment, la bouteille était vide. Fait que mon père, il se lève, il essaye de se lever, hein, autant qu'il peut, il marche pas de raide.
Je l'avais jamais vu tituber de même. Mais ça, c'est un souvenir. Mais le goût du rêve, de la poésie des étoiles, c'est la trace que ça a laissé en moi. Je serais fou de ne pas suivre ce chemin-là, vous ne trouvez pas? Mon oncle Jules est mort, mais pas en 1950. Il est mort de sa belle mort en 1990, à l'âge vénérable de 87 ans. Le 5 mai 1950, le jour où il arrête sa grève de la faim, bien, le gouvernement invite les nations à venir le voir à Ottawa parce qu'il sent qu'ils sont inquiets de la grève de la faim de mon oncle Jules. Puis 1 an plus tard, il modifie la loi sur les Indiens pour l'adoucir. Je ne dis pas que ces modifications-là n'allaient pas arriver un jour ou l'autre, mais ce que je dis, c'est que les actions de mon oncle Jules ont provoqué un état d'urgence à Ottawa. Un gros coup de pied au cul du Dominion du Canada. Mais l'histoire n'explique pas pourquoi mon oncle Jules a arrêté sa grève de la faim. Peut-être qu'il savait que ce qu'il attendait, c'était la mort, puis qu'on est plus utile vivant que mort. Peut-être que sa femme Clara l'a enfin convaincu d'arrêter sa grève de la faim. Mais peut-être qu'il avait juste faim. Toi, à la base, tu t'étais mis en tête d'écrire un spectacle de théâtre. Ouais. C'est ça, quand tu as ouvert la boîte, qui sont bien présentés ici, Ouais. l'idée c'était de faire un spectacle de théâtre, mais éventuellement c'est devenu un livre. Oui. Comment Merci c'est Daniel fait, Sioui de m'avoir dit « Écris un livre ». Fait que là, j'ai passé 2 ans de ma vie à déterrer des affaires parce que moi, je partais faire 2 heures, 1 heure et demie de show. Je reviens avec 300 pages. C'était-tu difficile de faire la transition? Parce que t'es un gars qui aime ça être dans une salle de répétition, t'es un gars qui aime ça gosser avec des affaires, t'aimes ça jouer avec des marionnettes, là, tout d'un coup. En fait, je suis tout seul d'abord et devant ton avant écran. tout quelqu'un qui aime écrire. Tu sais, j'ai commencé, moi, par l'écriture. J'ai écrit une pièce à 16, 17 ans. J'aimais le théâtre, fait que j'écrivais beaucoup de théâtre. J'ai écrit de la poésie. Mais je suis passé d'abord par l'écriture, après ça le jeu, puis bon, est arrivé la marionnette dans mon parcours aussi. Mais fait que l'écriture me manquait aussi, parce que là, j'écrivais un peu. Moi, j'écrivais des trucs un peu sans parole. Fait que c'est écrit, mais fait que là, ça me fait comme, ben là, on me donne l'opportunité, on me dit qu'on va me publier si j'écris quelque chose. C'est quand que ça arrive. Fait que j'ai dit, ben, OK, je vais me lancer sur ce défi-là. Au début, tu as peur, c'est sûr que c'était peurant. Puis, m'en fouillant, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de réflexions qui me venaient. Puis que, en fait, ce que j'avais envie, c'était raconter son histoire. Mm-hmm. Mais aussi, c'est me raconter un peu aussi. Puis de raconter d'où je viens. Puis de fait que aussi, hein, de génération en génération, on évolue. Nos racines sont tout le temps là. Même s'ils se perdent un petit peu en route. C'est pas impossible de revenir un peu en arrière. Puis de dire, hey, moi je suis ça aussi. Fait que c'est un peu ça que je raconte. T'sais. Il y a quelque chose qui est intéressant parce que ton livre s'appelle Mon oncle Jules, mais on sent tout de suite en partant que ton personnage principal, c'est toi. Ça se peut. C'est ta relation par rapport à cette histoire-là. Ça part d'une affaire bien simple en fait, c'est que je suis pas un historien. Fait que, par contre, je suis un gars qui aime beaucoup l'histoire. J'ai toujours trippé sur l'histoire depuis que je suis jeune. Fait que, tu sais, moi, je voulais être archéologue jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis, mais quand j'ai fait un cours d'archéologie à l'université, je me suis rendu compte que c'était dur. J'ai fait non, mais
Ça, c'est vrai, mais en même temps, j'avais déjà décidé que je voulais faire du théâtre. Mais c'est important donc pour moi de dire, OK, c'est quoi ma matière première? C'est moi qui découvre. Parce qu'en même temps, c'est un peu... Je suis un gars de Montréal d'abord, tu sais, puis qui sait depuis tout le temps que c'est oui mon nom. Mon père n'a jamais caché que j'étais autochtone. J'ai toujours su que j'étais Wendat. Mais tu sais, tu viens à Montréal avec une certaine idée de c'est quoi être autochtone. Puis là, ben, je me disais, ben, en fouillant là-dedans, je vais découvrir un peu plus c'est quoi la loi sur les Indiens, c'est quoi. Je savais que ce qui m'attendait, c'était des découvertes, de l'indignation par moment, des surprises. C'est ça que j'ai voulu mettre aussi dans le livre, tu sais, parce que c'est d'abord mon discours. Puis si je me trompe, si je dis des affaires des fois qui sont pas tout à fait dessus, ben moi en tout cas je me pardonne de l'avoir fait, tu comprends? Je sais pas si on va me le pardonner, mais moi je me le pardonne parce que j'ai cherché pendant quand même 2 ans. Je peux être passé à côté d'affaires qui sont là, puis ou que j'ai dit hey, c'est vraiment beaucoup de stock, faut que j'écrive, puis j'ai pas épluché au complet. Ça se peut. Puis il y en aura d'autres, tu sais, je me dis, ben, il y aura un autre livre, puis je serai juste comme, pousserai plus loin, puis j'apprendrai encore d'autres choses, puis j'espère que je vais apprendre des choses aux gens aussi. C'est beaucoup ça, tu sais, il y a des gens comme moi qui sont autochtones, puis qui sont hors réserve, puis qui n'ont jamais eu de contact avec leur nation, puis en fait, tu sais, qui essayent de retrouver ça, ou peut-être pas, puis à un moment donné, ils vont dire, hey, moi, j'ai entendu une histoire, puis là, ça réveille quelque chose, un peu comme quand j'ai lu La femme qui fuit, j'ai eu un wake-up call, tu sais, ça fait comme... OK! C'est mon grand-oncle. Aïe, pourquoi on parle? Là, tu deviens comme excité de ça. Puis, fait que c'est ça. Je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, hey, ça parle de moi aussi. Fait. Ben c'est ça. Moi, quand j'ai lu ton texte, on s'entend que j'ai reconnu des membres de ma famille. Tu parles des Bastiens à un moment donné, puis de la relation qui existe entre les Sioux et les Bastiens. Le livre que tu as écrit parle d'un personnage qu'on croirait être extrêmement important au cœur de la communauté de Wendake, au cœur de la communauté autochtone pan-canadienne. Mais toi-même, tu as grandi avec ce mythe-là dans ta famille, mais tu avais une certaine déconnexion par rapport à la communauté de Wendake. Tu n'as pas grandi là. Tout comme moi, comme beaucoup de personnes qui ont été aux prises avec la loi C-31. Tu n'as pas nécessairement grandi sur la communauté. Pour t'approcher de ce personnage-là, de t'approcher de cette communauté-là, il a fallu faire un retour aux sources. Comment ça s'est passé, ce retour aux sources? Je pense que c'est une affaire c'est une affaire de plusieurs années, mais il y a eu des déclencheurs qui m'ont amené à me questionner principalement sur l'histoire. J'allais enseigner l'histoire, j'avais commencé un stage pour enseigner l'histoire dans des écoles. C'est un truc d'animation. Puis on m'enseignait des trucs, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, ben, pourquoi vous parlez pas de Donnacona? Pourquoi vous parlez pas de Louis Riel? Pourquoi? Puis là, je me rendais compte que volontairement ou involontairement, on tassait des affaires. Fait que là, ça a été comme OK, je me tentais pas à l'aise, puis j'ai même écrit une grosse lettre à la personne qui m'avait engagé pour lui dire « Je peux pas faire partie de votre projet. » Je me sentais pas bien là-dedans. Puis pourtant, je m'étais jamais affiché. Mais sauf que là, le si-oui faisait comme « Garde, pourquoi tu parles pas de choses qui sont déjà largement connues? » Puis une petite recherche me permettait de découvrir c'était qui Donnacona, ses 2 fils, qu'est-ce qu'il avait fait, c'est quoi le rapport à Cartier. Puis là, je faisais « Pourquoi on ne l'enseigne pas? » Là, je me suis mis à vraiment me questionner. Puis l'autre, j'en parle dans le spectacle puis dans le livre, c'est quand j'ai lu La femme qui fuit, puis que j'ai vu le nom de mon oncle apparaître, puis que c'était lié aux automatistes, puis qu'il y avait juste 2 pages, je me suis dit, OK, t'as-tu encore la caisse que t'as héritée? Puis là, c'est là que c'est parti. En fait, c'est des petites choses comme ça qui te fait... Parce qu'en vieillissant, à un moment donné, on s'intéresse un peu plus à nos racines. Des fois, à un moment donné, je me rappelle avoir eu une photo de ma grand-mère puis de mon grand-père, mais du côté maternel. Une photo où je les voyais vraiment heureux. Puis une photo, quelques années plus tard, où je trouvais que ma grand-mère avait l'air fatiguée. Puis là, tu te poses des questions. Ben, c'est la même affaire, c'est que là, je retournais un petit peu plus dans qui je suis. Puis là, ben, veut pas, mon père, il m'amène ça, il est heureux, il l'a gardé. Moi, je refouille là-dedans. Je commence à mettre les papiers en ordre, puis à réaliser que non seulement c'est mon grand-oncle qui a fait la grève de la faim, mais c'est tout qu'un numéro. Puis que probablement qu'on l'a enterré pour des raisons qui sont obscures,
Puis à un moment donné, tu tombes sur une phrase de Serge Bouchard qui dit qu'on sous-estime l'importance historique de Jules Sioui. Bien là, à un moment donné, tu te dis, OK, là, go, fonce. Il y a juste toi qui peux en parler. Parce que je trouvais des bribes, mais toujours à peu près les mêmes histoires. On parlait jamais de sa grève de la faim. Comme si ça n'avait pas existé. Puis ça, je veux dire, à quelque part, t'en parles aussi, c'est qu'on peut pas juste se baser sur les textes écrits ou sur l'histoire officielle pour comprendre la complexité de quelque chose. Non, il a fallu que tu retournes sur la communauté, il a fallu que tu ailles parler avec des gens, il a fallu que tu ailles même jusqu'à Machtéouyatch, parler avec quelqu'un qui l'avait connu. Ouais. Comment s'est fait ce rapprochement-là avec les gens, avec ces communautés-là, avec les gens, je te dirais, entre guillemets, de ton peuple? C'est simple, c'est le téléphone. Non, mais je fais une farce, mais tu sais, par exemple, le cousin de mon père, Lionel, qui a pris soin de mon oncle Jules jusqu'à la fin de sa vie, est en chaise roulante maintenant. Je suis allé le rencontrer, puis en fait, j'avais réussi à faire une chronologie, mais tu sais, c'est comme une dictée trouée. À un moment donné, tu as des choses qu'on te raconte, puis tu dis, ouais, mais là, tu soulèves des questions. Qu'est-ce qui est arrivé là? Puis là, à force de jaser avec un mononcle, avec une matante, avec quelqu'un au village, des fois, tu jases, qui te rappelle pas après, mais qui te dit une chose importante, ça te permet d'aller fouiller un petit peu plus loin. C'est juste la curiosité. Puis en fait, c'est pas l'histoire officielle. En fait, c'est l'histoire officielle. C'est l'histoire que on a quand même tassée, parce que c'est écrit à quelque part. C'est écrit dans un procès. Je veux dire, juste les procès que j'ai lus pour arriver là, si on les publiait aujourd'hui tels quels, ces procès-là, les gens découvriraient c'est quoi l'histoire des Autochtones dans les années 40. Tu as une photographie très claire de la relation de l'agent avec les Autochtones, comment ça se passait à Pointe-Bleue, comment ça se passait dans telle autre réserve, comment les Algonquins dealaient avec ça. Donc, tu as plusieurs choses qui sont mises puis qui te fait comprendre c'est quoi l'histoire qui se passait qui t'a pas été enseignée. Mais c'est là, c'est disponible en fait. C'est juste que les historiens ou les gens qui ont écrit l'histoire ont décidé à quelque part que c'était pas important. D'où l'idée que tu avais dit, c'est pas important. En fait, je te cite un petit peu hors contexte. C'est pas toi qui vas décider de la marque que tu vas laisser parmi les gens. C'est les autres. Attends un petit peu, check bien, je vais la sortir parce que je l'ai écrit dans mon cahier. Je vais juste prendre le temps. Ce sera jamais toi qui vas décider quelle trace intangible ou tangible tu vas laisser, c'est les autres. Les autres ont le droit de vie ou de mort si l'empreinte de tes efforts a marqué leur conscience. Ben voilà, écoute, tu l'avais inscrit dans le cerveau. Est-ce que c'est une réplique du spectacle que tu vas faire? Ouais. Voilà. Puis ça, cette réplique-là m'a vraiment marqué parce qu'effectivement, c'est jamais toi ultimement qui va déterminer comment tu vas avoir affecté ton parcours. Puis c'est vraiment comme l'histoire de ton mononcle Jules, à quelque part, que lui savait pas, malgré tout ce qu'il avait fait, à quel point il a... Non, parce que ça part d'une passion, ça part d'une colère. Tout ça est parti d'une colère. Les gens vivaient sur des barils de poudre, les gens étaient en colère dans leur réserve. On leur avait tout enlevé. On leur enlève leur territoire de chasse pour les donner à d'autres, soit des Américains, des Britanniques, des gens qui viennent s'installer pour pêcher dans le bois. On faisait des choses horribles, mais on les privait de plus en plus de tout. Les gens étaient de plus en plus en colère. Puis mon oncle Jules, quand on a voulu l'envoyer à la guerre en 1940, ça a juste mis une allumette sur quelqu'un qui était déjà en feu. Je veux dire, il a juste brûlé plus. Il avait juste, là, il dit, là, c'est assez. Puis, en force d'avancer, il est devenu le porte-étendard. Parce qu'au début, il connaissait juste le village Huron, comme on l'appelait avant. Il connaissait juste Wendake, de cette époque-là, qui avait encore des petits trottoirs de bois. C'était ça, son monde. Puis c'est ça, fait que ça l'a amené à rencontrer, puis à discuter avec d'autres mondes, puis se rendre compte, hey, on est beaucoup à penser pareil. Fait que là, finalement, il y a beaucoup de monde qui ont déjà dit que mon oncle Jules, c'est un loup solitaire. Mais c'est pas un loup solitaire parce qu'il s'est entouré d'un paquet de monde, dont Andrew Paul, qui se battait déjà très fort dans l'Ouest. Fait que c'est juste que le pays est grand. Le territoire est grand. Fait que tu travailles tout seul de ton bord, puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui descend de Pointe-Bleue, Machtéouyatch, puis qui s'en vient te voir, puis qui discute avec toi. Puis là, tranquillement, tu te formes pas une armée, mais en tout cas, des alliés. T'sais. Il y a beaucoup de monde qui ressentent qui ont le même sentiment d'injustice. Le combat de mon oncle Jules a eu un impact sur la communauté, sur comment les Premières Nations se considèrent au Canada. On le sait, là, on le sent aujourd'hui avec l'Assemblée des Premières Nations à travers différents mouvements de militantisme et d'activisme. Il y a eu un impact sur la communauté aussi, mais beaucoup plus intime et relativement négatif. Il y a des familles qui se souviennent encore de la raison pour laquelle il a fait de la prison. De quelle manière est-ce qu'on réconcilie ça
quand on essaye de raconter l'histoire de quelqu'un que toi, à la base, tu as vu comme un héros, tu as dit, il faut qu'on chante les louanges de mon oncle. Comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là? Ben, tu sais, j'ai tout voulu lâcher. Puis comment tu te réconcilies avec ça, c'est raconter une histoire. Tu sais, je le dis fortement à plusieurs reprises dans le livre qu'il ne faut pas occulter l'histoire, que c'est important de raconter toutes les facettes. Puis ça fait partie vraiment intégrante de mon discours tout au long de l'essai. Puis là arrive une histoire dramatique de pédophilie, tu sais, qui est là. Puis tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je jongle avec ça? Je ne peux pas être d'accord avec ces actes-là, mais je ne peux pas nier les impacts de cet homme-là. Qu'est-ce que je fais? Puis c'est des questions qui sont super actuelles parce qu'on en parle presque tous les jours en ce moment. Puis mon point, c'est j'ai décidé de raconter l'histoire. Après ça, c'est pas moi qui va décider qu'est-ce qui se passe avec. Je sais qu'il y a eu un impact très, très grave chez certaines personnes. Je sais que c'est ça qui a fait en sorte que des gens du village ont arrêté de parler de lui. Fait que ne pas raconter cette histoire-là, ça aurait été une façon de dire, ben écoute, je fais juste raconter les beaux côtés. Puis, mais non, ça va me revenir en pleine face. C'est sûr que ça va me revenir en pleine face. Fait que je le raconte. Mais moi, ce que je maintiens comme point, c'est que cet homme-là, dans ses actions politiques et activistes, a changé une partie de la face des choses. Après ça, il a fait des choses graves qui me troublent profondément. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu espères que les gens sur la communauté vont retirer de ce texte-là? Autant les gens qui sont sur la communauté, qui vont être immédiatement touchés par cette histoire-là, que les gens à l'extérieur de la communauté, les allochtones qui veulent en apprendre plus. Bien, comme je dis, pour les allochtones, je pense que c'est d'apprendre. C'est d'apprendre que cette histoire-là était parmi nous, qu'il y avait de la ségrégation. Puis qu'on était en train d'enlever tout ça. De ne pas l'enlever, mais en tout cas d'en tenir compte, puis de l'enlever de nos lois. On l'a fait en grande partie, il en reste encore des traces. T'sais. Ça, j'espère que les gens vont apprendre ça. Puis du côté de... Je sais pas, du côté de Wendake, je suis curieux de savoir ça va être quoi les réactions, parce que j'ai jamais vécu là, mais il y a toujours quelqu'un qui, quand tu y vas, qui te rappelle que tu fais partie de telle famille, puis ils font des liens. T'sais. C'est intéressant. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui vient te rajouter une petite histoire sur mon oncle à la fin de sa vie. Des fois, il n'y avait pas toute sa tête. Puis là, on te raconte une histoire. Il y a des gens qui ont une grande vénération. Puis il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Fait que, tu sais, je me dis, c'est intéressant, mais j'essaie. C'est sûr que j'ai un parti pris dans le sens que j'ai écrit un livre dessus. Son combat, il est important. Après, il y a des affaires qu'il a faites qui sont graves. Ce que j'essaie de faire, c'est poser plus la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on intègre quelqu'un dans l'histoire ou on l'enlève? Qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire, en fait? Parce qu'on parle de quelqu'un quand même qui a un impact majeur, comme tu le mentionnais tantôt. Il a réussi à aller chercher des liens dans toutes les communautés, toutes les grandes têtes pensantes, les grands activistes de l'époque connaissaient Jules Sioui. Et avaient embarqué avec lui dans l'idée d'une force politique commune. Oui. Tout à fait. Il voyageait beaucoup. Hein. Il s'est fait, quand je dis il s'est fait des alliés partout, il y avait du monde, il envoyait des lettres jusque dans le fin fond des États-Unis, peut-être même au Mexique. Il était en communication avec tous les activistes. Tout le monde recevait. Quand il a invité 200 personnes en 1944, il y en a 200 qui sont venus à Ottawa, c'était pas juste du monde du Canada, il y en avait de partout. Parce qu'il se passait quelque chose partout. Aux États-Unis, il y a eu des massacres aussi. Je veux dire, le monde était concerné, les Autochtones étaient concernés, puis ils voulaient que les choses changent. Fait que c'est pas rien, tu sais, le gars qui réussit à rassembler 50 personnes une année, puis c'est la première fois que les Autochtones se rassemblent, après ça, qu'il le refait encore, tu sais, qui va toujours plus loin, parce que, en fait, son gros problème, c'est qu'il voulait aller ben trop vite. Tu sais, c'est tout de suite maintenant, là. On parle du combat qui est mené, on parle de comment ça se transpose en théâtre et en création artistique. Tu as fait un spectacle qui t'a profondément touché. Tu as fait Louis Riel, Comic Strip Stage Play. Toi aussi. Et que j'ai fait moi aussi. On a d'ailleurs, tu as repris le rôle que j'avais fait à l'époque. Comment est-ce que
Parce que là, tout d'un coup, tu te retrouves intégré dans une création plus large de l'histoire autochtone telle que présentée sur scène. Comment ça t'a influencé, ce spectacle-là? Comment ça t'a influencé cette expérience? Ça, c'est encore une fois, je parlais des cours d'histoire que je devais donner, puis je parlais de l'analyse Barbeau-Lavalette, son livre. Puis quand j'ai décidé de m'attaquer à mon oncle Jules, je reçois un appel de Zach Fraser qui me dit « Ben, on cherche quelqu'un pour remplacer Charles puis jouer Louis Riel. Je veux t'auditionner. » Je fais « My God, ça, c'est pour moi. Hein? Le ciel, je m'envoie. » Là, je comprenais rien. Tout tombait en même temps. Fait que là, j'ai dit « Parfait, j'y vais. » Écoute, je m'étais préparé. J'arrivais devant Zach. J'avais la photo de mon grand-oncle qui montre sa carte autochtone. J'ai dit « Ça, c'est mon grand-oncle qui a lutté pour les droits autochtones. » Puis j'ai dit, ce rôle-là, Zach, c'est pour moi. Là, j'ai déposé ma photo, puis j'ai fait le monologue que je devais faire. Puis là, il m'a écouté. Bon, il dit, j'ai une autre audition à passer. Puis peut-être une couple d'heures après, il me rappelle, écoute, Jocelyn, il dit, c'était trop convaincant. Je veux que tu viennes. Fait que je le voulais vraiment, ce rôle-là. Puis là, j'ai appris beaucoup de choses, en fait, sur l'histoire canadienne que je ne savais pas. Ça vient de l'adaptation de la BD, tu l'as dit tantôt. De Chester Brown. De Louis Riel. Ça, c'est aussi une excellente BD. Je pense que tout le monde devrait lire cette BD-là pour comprendre, parce que je pense qu'elle a un regard très honnête et très juste sur l'histoire canadienne, mais aussi celle de Louis Riel, parce qu'il y a des trucs que j'ai appris là-dedans que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il avait été interné à Montréal. Je savais pas qu'il entendait des voix. Je savais pas. C'est toute une partie que j'avais pas appris. Puis quelque chose qui te reliait aussi à ton oncle, parce que c'est des choses que tu as découvert sur ton oncle qui avait... C'est fascinant. Le discours religieux de mon grand-oncle est très proche, pas très proche, mais en tout cas ressemble à celui de Louis Riel. À la fin de sa vie, mon oncle Jules avait perdu pas mal la boule. Puis, tu sais, il y a des trucs comme ça qui me rapprochait de ça, mais bon, là, puis le combat aussi qu'il a mené pour les droits autochtones, ça se rapproche. Puis après ça, les vies sont très différentes, Louis Riel, politicien, mais bref, le rôle m'a ouvert les yeux sur l'histoire canadienne, sur des trucs que je savais pas, sur la façon dont les terres étaient traitées, comment on décidait arbitrairement de prendre un peuple puis de le déplacer, puis de dire, bon, nous autres, on fait passer un train là, puis bon, c'est en passant sous silence les bisons qui ont été tués, etc. Il y a des histoires d'horreur. Puis on dirait qu'on a tendance, dans l'histoire, à l'école, à ne pas raconter nos histoires d'horreur. Tu sais, on met tout beau. Hein? Les patriotes se sont battus contre les Anglais. Puis là, il y a eu une victoire, mais ils ont perdu. Là, il y en a qui ont été pendus. Tu sais. On met ça gros. Là, je veux pas discréditer cette affaire-là. Je veux pas choquer personne. Moi-même, j'ai été une époque de ma vie assez nationaliste. Mais j'ai réalisé que quand on a mis l'accent sur cette chose-là, on a créé des héros, puis on a étouffé le reste. Mm-hmm. Quand on veut expliquer ces choses-là aux gens, souvent, ça prend beaucoup de contextualisation. On sait, dans le spectacle de Louis Riel, Comic Book Stage Play, on passait beaucoup de temps à expliquer, bon, les strips versus les townships. Après ça, comment est-ce que Louis Riel a décidé de faire sa première déclaration pour créer le Manitoba, c'est quoi les tractations gouvernementales qui sont prises en considération. Il a fallu que tu fasses le même travail pour présenter le combat, donc le Jules. Mais étant du théâtre, dans ton livre, tu as trouvé une manière assez à droite de faire en sorte que tu allais pouvoir faire ça dans un beau package. Tu crées un intermède dans ton roman. Un entracte. Un entracte. Pourquoi... Peux-tu élaborer sur la fonction de l'entracte et de l'intermède dans ton livre, de la structure que tu as décidé de donner à ton livre? Bien, en fait, c'est un moment dans le livre où j'explique, par exemple, les différentes lois. J'explique un peu plus la loi sur les Indiens, les traités. L'influence de la Constitution de 1982, par exemple. Je rentre dans l'histoire, mais en dehors de l'histoire de mon oncle Jules. Puis ça peut être lourd dans un livre, des fois, parce que ça ne me tentait pas de faire un livre d'histoire, sur l'histoire en tant que telle. Mais il fallait quand même que je l'explique. J'aurais pu faire une table au début ou à la fin qui explique un genre d'annexe qui explique les différentes affaires. Puis je me suis dit, non, je veux que les gens le lisent absolument. C'est important qu'ils le lisent. Mais je peux pas écrire une histoire alentour de ça. Fait que j'ai fait des courts paragraphes. Puis j'ai dit, je vais faire un intermède. Mm-hmm. Comme ça, les gens, c'est comme pas dans le milieu du livre, mais c'est juste avant de rentrer dans le combat de mon oncle Jules. Donc on dit, bon, voici ce dont on va parler dans les prochaines pages.
pour pas que vous soyez perdus. C'est important parce que je prends pas pour acquis que les gens connaissent cette histoire-là, tu sais. Parce que moi, si je l'ai pas appris à l'école puis que je m'intéresse à l'histoire, il y en a un méchant paquet qui connaissent pas ça. Fait que je me dis, ben, ils vont lire au moins une base de ce que j'ai écrit. C'est très, très basique, là. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose, mais ça explique des traités, ça explique comment les choses ont été faites. C'est basé dans l'histoire. Puis après ça, tu avances. Puis... Fait que ça crée comme un intermède qui n'est pas raconté, qui n'est pas lié à mon oncle Jules, mais qui est juste comme une parenthèse sur l'histoire. Souvent, un problème qu'on rencontre en tant que créateur autochtone, c'est qu'on a l'impression qu'il faut qu'on fasse du didactique. Ouais. Il faut qu'on fasse un cours autochtone 101 pour contextualiser, pour que les gens comprennent de quoi on parle. Oui. Donc, ma question, est-ce que si tu n'avais pas eu à faire cet intermède-là, si tu n'avais pas eu besoin de faire une contextualisation si profonde des traités, la loi sur les Indiens, si c'était déjà enseigné, Ouais. est-ce que tu as l'impression que tu aurais pu te rendre encore plus loin dans ce que tu avais écrit à dire sur mon oncle Jules? Ou dans ce que tu vas faire avec ton spectacle? C'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là. C'est sûr que moi, là, je pars du principe que si on avait la même histoire qu'on se racontait, Canadiens et Amérindiens, Autochtones, Premières Nations, si on avait la même histoire, on aurait accepté depuis longtemps que les choses horribles sont arrivées, on les aurait pardonnées et on aurait intégré les gens. Fait que ça serait même pas, j'aurais peut-être même pas besoin de la raconter, l'histoire, je pense. Parce qu'elle serait hors contexte. C'est-à-dire que là, pourquoi, si on connaît toute l'histoire, oui, ça peut être important de rajouter, je dis pas que c'est pas important, mais là, dans le contexte actuel, c'est qu'on redécouvre ces histoires-là, fait que ça a tout un impact. Est-ce que j'aurais pu aller plus loin sans? Je ne sais pas. Tu sais, je vais quand même assez loin, je pense, dans ma réflexion. Je suis allé loin dans sa vie. Je pense que j'ai raconté ce que je voulais raconter sur lui. Mais je pense que ça fait partie du deal d'essayer de raconter le plus possible d'histoires pour qu'un jour, tout le monde les connaisse, ces histoires-là. Que tout le monde partage une mythologie. Ouais. Ou une... D'ailleurs, là, tu étais passé du théâtre à un roman. Là, tu reviens au théâtre. Ouais. Le spectacle, ça va être quelque chose qui accompagne le livre. Oui. C'est pas quelque chose qui fait juste prendre le livre puis le mettre en spectacle de Non. théâtre. C'est deux objets distincts qui vont se Ouais. parler, qui vont se répandre les uns les autres. De quelle manière est-ce que tu as fait ton développement ou la création de ce spectacle-là une fois le livre écrit? Ouais. Mais en fait, c'est que j'ai fait un choix très simple dès le départ, c'est que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout raconter. Fait qu'il a fallu que je concentre sur mon oncle Jules, qui est ici en prison en 1949. Il a fallu que je prenne des décisions. Donc, comme là, j'ai décidé d'orienter juste sur lui. J'ai laissé tomber beaucoup de personnages. C'était triste. J'ai laissé tomber beaucoup d'histoires pour avoir un fil conducteur très clair puis pas perdre les gens. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et j'essaie de trouver un langage propre à la scène. Par exemple, là, j'ai une marionnette ici qui est plus un animateur. Donc, un petit mécanisme comme ça qui permet de faire bouger la marionnette. Fait que moi, venant du milieu aussi de la marionnette, je me suis dit, je vais intégrer des éléments marionnettiques dans le spectacle. Je vais intégrer de la vidéo. Je vais laisser parfois les images parler. Je vais laisser des fois, je vais essayer de me taire. Vous voyez, c'est difficile ça, parce que je parle beaucoup. Donc, je vais laisser les images parler. Puis je travaille avec une équipe de feu, Mélanie Baillarger qui fait les images. Bon, elle a fait aussi les illustrations dans le livre. La BD, c'est elle qui a dessiné, puis elle fait partie du spectacle. Donc, elle est dans le processus depuis plus qu'1 an. Puis, donc, on essaie de trouver quelque chose qui va être propre au spectacle au niveau visuel. Il va y avoir des scènes complètement écrites pour le spectacle que je ne pouvais pas faire, que j'aurais pu mettre en image dans le livre, mais c'est pas intéressant. Tu vois, par exemple, c'est une scène du livre où mon oncle Jules est en prison qui est décrite. Là, je la parle pas, je la joue. Elle est jouée, elle est manipulée pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe. Fait que j'essaie de faire des moments comme ça, tu sais, au lieu de parler de mon oncle à New York en 1926, ben on va montrer New York, puis je vais dire 2-3 phrases, mais on va comprendre au lieu de tout décrire, tu sais. Oui. Ce genre de truc-là qu'on essaie de faire,
ce qui va faire que le spectacle va avoir une vie propre. Qu'est-ce que ça a transformé chez toi d'avoir fait ce processus-là, d'avoir fait ce livre-là? En fait, ça change beaucoup de choses. Ça a changé complètement mon parcours artistique, premièrement. Ça a changé profondément ce que je connaissais de, pas juste ma nation, je pense que c'est plus les nations en général, sur l'histoire canadienne, sur cette chose-là qui s'appelle la ségrégation, qu'on nomme pas assez dans nos cours d'histoire, qu'on la nomme pas en fait. Elle existe aux États-Unis, mais pas ici. Fait que ça ouvre les yeux sur un paquet d'affaires. Je lis beaucoup plus de trucs liés aux Autochtones. Je viens de m'acheter le livre « Ce n'était pas nous les sauvages ». Il y a des trucs que je faisais pas avant que là je fais parce que je me sens proche dans ma famille, de sentir que ces gens-là qui étaient dans ma famille ont vécu ces choses-là. Aujourd'hui, ça m'affecte. Avant, je ne savais pas que ça existait. Maintenant, je fais comme aïe, attends. Là, je comprends mieux pourquoi mon grand-père n'a jamais voulu aller vivre sa réserve. Quand il est allé à New York avec Jules, après ça, il n'a jamais voulu. Il est allé vivre à Montréal. Pourquoi? Parce que quand tu es un Sioux, tu te fais cracher dessus. Non, je vais aller vivre à Montréal. Comme ça, le monde, ils ne sauront pas je suis quoi. Puis, tu sais, ma tante, elle me disait, tu sais, quand tu étais à l'école, tu disais pas que tu étais un Autochtone. Fait que les autres étaient comme, c'est une Sioux, c'est quoi Sioux? C'est quoi? Ça peut être italien. Je sais pas ce qu'elle disait, tu sais, tu comprends? Je sais pas s'il mentait ou même là, tu disais pas ça, parce qu'il mangeait des volets aussi. Fait que, tu sais, tu dis rien, finalement, parce que le monde est peut-être plus raciste ou je sais pas. Fait que là, tu apprends ça, puis tu dis, OK, ça a été dans ma famille. Fait que ça te questionne encore plus là-dessus. Ça me rapproche aussi de ces gens-là qui ont lutté, des gens que je connais pas encore beaucoup, comme Max Gros-Louis, qui ont travaillé fort, Conrad, qui a fait beaucoup de choses aussi. Tu sais, je veux dire, ça reste la politique, mais dans une autre vie, ou en tout cas avant la politique, sans faire de politique, quand tu regardes les parcours de ces hommes-là qui ont été investis, ils croient à ça, puis ça repose sur un truc, ça s'appelle la souffrance, puis les gens ont décidé de mettre fin à cette souffrance-là. Fait que ça, moi, ça me touche beaucoup, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur ta création artistique à venir? Parce qu'on s'entend qu'avant ce spectacle-là, c'était pas quelque chose qui était énormément présent dans ta création. Tout à fait. Je suis déjà en train d'imaginer la suite, où là, je me questionne sur le rôle du guerrier. Puis je trouve que c'est des thèmes qui sont larges, parce que dans nos sociétés, pas juste autochtones, tu sais, je veux dire, le guerrier n'a plus sa place dans nos sociétés. Puis on le voit, comment les gens vont se battre. En ce moment, on est encore en pleine pandémie, puis on voit qu'il y a du monde qui ne veulent pas porter de masque. Il y en a des guerriers là-dedans, là. Puis ils cherchent une cause. Puis ils n'en ont pas tout le temps une. Il y en a que c'est l'environnement. Il y en a que c'est... Fait qu'il y en a des guerriers, mais la place du guerrier dans notre société, c'est quoi l'honneur par rapport à ça? Puis là, ben, je reviens à mon oncle, qui est un guerrier, mais dans ma famille, je suis là-dedans, moi. C'est clair, là, les Sioux, quand tu regardes l'histoire, on n'arrête pas de nous dire que c'était des guerriers à l'époque de Jean de Brébeuf. Ça veut dire que moi, je viens de là. Moi, je sais ça, là. Fait que moi, ça me questionne. Parce que je me dis, OK, je comprends des affaires que je suis. C'est toujours ça. Quand tu questionnes tes racines, tu questionnes aussi qui tu es. Fait que qui je suis, moi. Puis ça, c'est la question que je me pose de plus en plus. Je le sais qui je suis, mais je cherche dans des ramifications. Ça peut être du côté de ma mère aussi, parce que ma mère est pas autochtone. Elle va dire qu'elle l'est. Elle va dire qu'elle l'est. Puis c'est assez matriarcal chez nous, je dirais. Ben, elle l'est parce qu'elle s'est mariée avec ton père. C'était à l'époque où est-ce que la loi... Ben oui, exactement. mais tu sais, il y a tout un côté familial qui existe là aussi. Puis ma grand-mère, du côté paternel aussi, je veux dire, c'est une Mongeau. C'est pas une Sioux. Tu sais, il y a tout ça qui existe dans ma vie. Puis ça questionne. Puis là, tu sais, comme je dis, le guerrier est très présent dans mon questionnement, mais toujours dans cette façon-là de peut-être me raconter aussi. Je trouve ça intéressant de me raconter parce que ça assoit mon discours sur quelque chose de vraiment concret. Puis ça me tente pas de partir dans juste l'histoire parce que, comme je dis, je suis pas historien, je suis pas ethnologue, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à ses racines ou à son histoire, puis à lui-même, puis aux autres, en fait, à ce que les autres ont vécu aussi. Tiens, comment tu